Bonjour à tous. J'espère que vous avez eu une bonne pause. Nous commençons alors avec notre troisième module, qui est le dernier module avant la table de ronde. Je vais vous présenter Madame Lumina Casadamou, qui va être notre intervenante pour ce troisième module, où on va parler de la gestion du stress. Le milieu professionnel moderne aujourd'hui est de plus en plus dynamique, exigeant, compétitif. Les jeunes sont confrontés à de nouveaux défis qui peuvent vraiment entraîner du stress et d'intensité au travail. Le stress professionnel aura un impact significatif sur la santé mentale des jeunes et peut affecter la performance au travail. Donc, pour s'épanouir sur le plan professionnel et personnel aussi, il est important d'apprendre à gérer son stress, que ce soit pour l'entretien, une présentation importante ou même juste pour notre bien-être personnel. Donc, cette question-là, elle est primordiale pour réussir dans sa carrière et cette formation a pour objectif d'expliquer aux jeunes et de donner des astuces, des moyens pour que votre objectif personnel, professionnel serve votre objectif personnel, mais aussi pour que vous puissiez vous épanouir dans votre carrière avec un bien-être en étant vraiment serein dans votre chemin de vie. Donc, je laisse Madame Lumina se présenter pour ensuite enchaîner sur cette belle formation qui sera enrichissante pour vous, je l'espère. Merci beaucoup, Boshra. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter en partageant mon PowerPoint. Je le ferai à ce moment-là. En tout cas, je suis vraiment enchantée de pouvoir partager avec vous aujourd'hui autour de la gestion du stress. Je pense que Boshra, tu as vraiment très bien introduit le sujet sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder ça, aborder tous ces changements, aborder tout ce qui se met en place dans un milieu professionnel qui bouge beaucoup. Et donc voilà, je vais partir là-dessus et puis on va avancer ensemble. Vous allez intervenir, vous allez avoir des espaces où vous allez pouvoir aussi donner vos réponses, me dire comment vous réagiriez dans telle ou telle situation. Et puis on va avancer ensemble. Alors, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que le réseau est OK? Il n'y a pas de problème. Parfait, c'est très bien. Bah, du coup, je vous dis bienvenue à cette formation sur l'épanouissement et la sérénité au travail. D'accord? On va appeler ça comme ça. Et aussi, du coup, tout ce qui va être gestion du stress, comment bien gérer son bien-être. Donc moi, je vous disais, je m'appelle Lumina Casadamon et en fait, je suis coach naturopathe certifiée et formatrice et aussi cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Life for Care et coordinatrice au sein d'une autre entreprise qui, elle, recycle les déchets plastiques. Alors, si je devais me présenter en 4 images, ça serait l'Ardèche, la nature, c'est là où j'habite, et c'est mon lieu de ressources, donc je vous invite à retenir aussi qu'est-ce que les ressources. La deuxième image, ça sera le voyage. J'ai commencé à voyager, j'avais 20 ans, j'ai vécu en Inde pendant presque 20 ans, 18 ans. Donc, pour moi, ça a été très, très formateur. La troisième, ça serait à nouveau la nature, la forêt, les arbres. C'est quelque chose qui me parle, c'est un univers dans lequel à nouveau je me ressource et qui m'offre un espace de développement et de sérénité qui du coup me rend beaucoup plus performante après dans mes actions quand je suis au travail. Qui je suis. Et puis, je vais essayer de vous apporter maintenant dans la pratique comment est-ce qu'on peut avancer avec ces expériences. Donc, dans cette présentation, on va parler du coup de tout ce qui est gestion du stress en entreprise et en milieu professionnel. Et on va commencer par comment est-ce qu'on va identifier les signes et les sources de stress dans le milieu professionnel. Ça sera une première étape. On va aussi passer dans la physiologie, en fait, comment ça fonctionne dans notre corps, tout ça. OK? Aussi, du coup, quelles sont les astuces et la manière de m'organiser efficacement au niveau de mon temps, de prioriser mes tâches pour réduire le stress lié au délai, ce genre de choses aussi, on va l'aborder brièvement. Puis vous aurez la possibilité d'aller explorer, je vais vous donner des pistes, d'aller explorer pour étayer encore plus en fait toutes ces choses-là. Et ensuite aussi donc des conseils et des astuces pour gérer vos émotions négatives ou vos émotions en général en fait, parce que trop d'émotions positives aussi, ça va prendre beaucoup de place. Donc comment est-ce qu'on gère tout ça pour adopter justement une attitude aussi sereine, retrouver votre référence interne, votre centre à vous.
Dans quel espace vous pouvez prendre des décisions et être en relation le mieux possible avec votre environnement, que ce soit en fait au niveau professionnel comme personnel. Donc on va commencer. Je vais vous poser la question déjà tout de suite maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez si vous deviez vous évaluer sur une échelle de 0 à 10? Comment est-ce que vous vous sentez à l'instant T sur votre niveau de stress en général? Est-ce que vous vous sentez plutôt serein? Est-ce que vous êtes plutôt à 8 ou à 10? Comment vous sentez-vous? Je vous invite à mettre ça dans le chat, qu'on puisse avoir un peu une idée de l'état dans lequel on est. Et on Oui, va essayer de sur le- s'évaluer plusieurs fois. N'hésitez pas à utiliser le chat pour donner vos réponses, mais aussi nous avons mis un sondage pour donner vos réponses. Alors, je vous laisse vous activer. Montrez-moi que vous êtes vivant. Alors, je vais commencer par moi, par exemple. Là, tout de suite maintenant, mon niveau de stress ou de sérénité générale, si je prends le niveau de stress, en général, là, le niveau de stress serait plutôt autour de 4. Maintenant, si je viens sur, par exemple, un pan de ma profession, de ce que je fais, là, je suis plutôt à 8 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses que je dois prendre en charge et du coup, il y a tellement de nouveautés que ça me fait une excitation. Maintenant, le 8, est-ce que je vais le vivre? Comment je vais le vivre, ce stress? Et c'est ça dont on va parler aussi. Est-ce qu'on a quelques réactions dans le chat ou pas, Boshra? Très bien. Donc, je vais passer à la suite. J'entends pas de réponse. J'espère que vous l'avez noté pour vous. Je vous invite tous à prendre un papier, un crayon, de façon à ce que vous puissiez vous évaluer tout au long de cette présentation. Et également noter, vous allez voir, vous allez avoir des choses à noter au fur et à mesure. Et puis d'avoir un verre d'eau à côté de vous, ce qui peut être vraiment très bien aussi. Donc maintenant, la prochaine question pour moi, c'est qu'est-ce que le stress? Ce que je voudrais savoir, c'est selon vous, c'est quoi le stress? Comment est-ce que vous définiriez le stress? Alors, Boshra, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on a des réponses au niveau de qu'est-ce que le stress? Est-ce que tout le monde a pu prendre le temps? Oui, Bonjour Lumina. Ils ont perdu l'Internet au siège, donc Boshra n'est pas en mesure de te répondre. pour ça. D'accord, je me disais, c'est trop silencieux. Je te remercie. De rien. D'accord. Donc, du coup, il n'y a personne qui peut m'entendre de l'autre côté non plus, on est d'accord? Je, je vous passe à Issatou en attendant qu'on rétablisse. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous Oui, entends. bonjour. Oui, bonjour Lumina. C'est Aïssatou. Je suis avec le téléphone de Ghislaine.
Je suis là en face. Mais oui, on a un problème au siège. On a été éjecté de notre propre webinaire. Mais vous pouvez poursuivre. Est-ce qu'il faut que je ressorte ou est-ce que vous êtes toujours sur l'enregistrement? Comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça enregistre toujours de mon côté, donc vous pouvez Ça continuer. enregistre toujours, donc vous pouvez poursuivre en fait. D'accord, très bien. Ok, Et nous, bon, on va régler de notre côté. Vous pouvez poursuivre, vous inquiétez pas. ok, il n'y a pas de problème. Très bien. Merci beaucoup, Ghislaine. Il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Euh, donc, du coup, la question, c'était en fait, qu'est-ce que le stress pour vous? Et je pense que c'est important de prendre le temps, un papier, un crayon, et de définir pour moi, le stress, c'est quoi? Donc, le stress, en fait, ça peut être quelque chose de positif, éventuellement, ou ça peut être aussi quelque chose de négatif. Donc, on peut avoir un stress négatif, et souvent, c'est la première définition qu'on donne au stress, c'est ça me met mal, en fait. Alors que, par exemple, si vous devez partir, commencer à vous lancer pour une course, eh bien, aussi bien, ce niveau de stress, c'est quelque chose de stimulant et de motivant. J'entends, il y a le micro qui est ouvert de l'autre côté. Donc, je vous entends sur le téléphone. Alors, je vais vous donner des exemples, en fait, maintenant, et je voudrais que vous vous notiez aussi dans cet espace-là. Pardon, je vais revenir sur le slide précédent. Je voudrais que vous vous notiez dans cet espace-là, en fait. Si vous êtes dans une voiture, vous devez prendre un taxi, vous avez un rendez-vous, d'accord? Et en fait, il y a plus de trafic que prévu, et du coup, le risque, c'est d'être en retard. C'est un rendez-vous professionnel. Je voudrais que vous vous notiez sur une échelle de 0 à 10, en fait, à quel niveau de stress vous êtes. Maintenant, on reprend la même situation. Je suis dans un taxi et là, je dois aller prendre le train, le bus ou l'avion. À nouveau, pareil, beaucoup plus de trafic que prévu. Je risque d'être en retard. Quel est mon niveau de stress sur une échelle de 0 à 10? Et puis maintenant, on va recommencer toujours la même situation, mais cette fois-ci, c'est pour aller rejoindre des amis. Donc, à nouveau, je suis dans mon taxi, je prends la voiture et je me retrouve dans beaucoup plus de trafic que prévu et je dois aller rejoindre mes amis. Quel est mon niveau de stress sur une échelle de 0 à 10? 0 étant je suis sans aucun stress, 10 étant je suis en stress total, je vais exploser, je ne sais pas comment gérer. Un autre scénario sur lequel je vous invite à regarder, c'est par exemple, je dois produire un compte-rendu sur une activité au travail et j'ai besoin d'un rapport de mes collaborateurs pour pouvoir produire ce compte-rendu. Alors, juste pour les dernières réponses, on avait 2 à 8, une autre à 5. Donc, D'accord. c'est très élevé. D'accord. Donc c'est intéressant, on voit que sur la même problématique, on va être pour une personne 2, une autre 8, une autre 5. D'accord? Et ensuite, si on est aujourd'hui dans celle que je suis en train de vous dire, qui est donc produire un rapport où j'attends, produire un compte-rendu où j'attends un rapport de mes collaborateurs. Et là, dans 7 jours, je dois produire mon compte-rendu, j'ai toujours pas le retour de mon collaborateur. C'est quoi mon niveau de stress? Et ensuite, on va se poser la même question en se disant, bon, bah, en fait, je dois toujours produire mon compte rendu et je n'ai pas le rapport de mon collaborateur et je suis à J-5 du compte rendu du compte rendu. Quel est mon niveau de stress? Alors, Et- quand il y a deux Vas-y. collaborateurs, on a une. Sans collaborateur, 7. Puis nous avons notre réponse à 5. Vous pouvez juste préciser c'est quelle situation? 4 encore. Tu vois, donc en fonction à nouveau du J-7, J-5, J-3, soit on a une pression qui monte beaucoup. Alors pour ceux qui étaient déjà à 8 ou à 5, à J-7, ils sont combien à J-5? Et ils sont combien à J-3? Et ceux qui étaient juste à 1 à J-7, combien de stress? Quel va être le niveau de stress à J-5? Quel va être le niveau de stress à J-3?
Donc ça, je vous invite vraiment à poser l'évaluation sur votre papier, à prendre le temps de le faire. Et comme ça vous permet de voir, ah ben tiens, en fonction des situations, je réagis de telle ou telle manière. En fonction des situations, je vois qu'il y a un tel, par exemple, ben, il va être en retard à un rendez-vous, il y a trop de trafic. Il y en a que ça va pas du tout stresser. Ils vont juste se dire, je prends le téléphone, j'appelle mon rendez-vous en leur disant, bah, désolé, je sais pas combien de retard je vais avoir, mais voilà, je suis coincée dans le trafic. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va être juste ingérable en fait. Il y a quelque chose qui va faire monter leur niveau de stress à un tel niveau parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactions, on n'a pas tous les mêmes exigences intérieures. Un autre exemple, par exemple, je suis en train de travailler depuis la maison, puis je dois préparer un rendez-vous. Donc, je suis en télétravail, je travaille chez moi, je dois préparer un rendez-vous pour le soir ou même le lendemain. Ok, je suis en train de travailler là-dessus. Puis, j'ai mes enfants qui sont en train de jouer autour de moi, qui crient, qui s'amusent. Quel est mon niveau de stress? Est-ce que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup? Pas beaucoup. Je vous invite à mettre à nouveau vos réponses dans le chat et Dans le qu'on chat, voit. surtout, Mhm. là pour communiquer vos réponses. Alors, on a Stéphanie qui répond depuis tout à l'heure en plus 3. On voit que ton level de stress diminue en vue des situations. Franck 3 aussi. 6, 5. Donc, on a vraiment des niveaux très différents. 5 encore. On a beaucoup de réponses en 5. D'accord. D'accord. Donc, on voit par exemple que la situation où on sait qu'on est en télétravail, euh, c'est comme si en fait on connaissait nos conditions. On sait que les conditions autour, elles vont être peut-être un petit peu plus vivantes ou plus brillantes. Ça génère quand même un niveau de stress. On n'est pas au maximum, mais c'est quand même venu générer un niveau de stress. Donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que on a vraiment des évaluations différentes. Donc, en fait, le stress, il y a quelque chose de subjectif, on se rend compte. D'accord? Notre jauge, elle n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Et en plus, en fonction des situations aussi, elle va varier. Là, par exemple, je suis chez ma tante, puis il y a un bibelot sur la table, et en passant, je fais tomber et je le casse. Quel est mon niveau de stress? De 0 à 10. 0 étant, je ne suis pas du tout stressée, 10 étant, c'est la catastrophe. Alors, nous avons 3, 10, 7, 2. On a deux extrêmes. Voilà, on a 3, 10 et 2, c'est intéressant. Mais c'est intéressant en fait, de voir comment une situation peut affecter les gens différemment, finalement. Exactement. Donc maintenant, on va rentrer. Je vous remercie à tous d'avoir participé, de vous être livrés à ce petit jeu-là, parce que ça nous permet vraiment de voir la subjectivité du stress. Donc on va passer à la définition du stress. OK? Qu'est-ce que le stress? Donc le mot stress, en fait, il prend son origine du côté des Anglais, distress, qui veut dire la détresse ou la souffrance. En fait, ça définit une réaction d'adaptation de l'organisme à des agents agresseurs physiques et ou psychiques, qu'on appelle les stresseurs. Là, c'est vrai que je vous ai décrit des situations qui étaient plus d'un ordre psychique, ok, un ordre environnemental. Mais par exemple, ça peut être aussi, eh ben, en fait, je suis malade, ok, j'ai de la fièvre, je dois m'occuper de mes enfants. Est-ce que c'est quoi mon niveau de stress par rapport à ma capacité opérationnelle? Ou je me retrouve dans un bus et en fait, le bus, on est 70 personnes pour un espace qui est fait pour 30 personnes. Quel est mon niveau de stress? D'accord? Ou tout simplement, je dois travailler dehors ou je dois aller. Mon travail est en extérieur et puis, ben, en fait, il fait 40 degrés aujourd'hui. C'est quoi mon niveau de stress? Ça sera un niveau de stress physique. On se rend bien compte que là, le stress, ce ne sera pas le stress mental, mais ça sera un stress physique. Ça va venir fatiguer plus mon corps. Donc, c'est vraiment une réaction d'adaptation de notre organisme à des agents agresseurs physiques et ou psychiques que l'on appelle les stresseurs. Le terme de stress désigne à la fois l'agent responsable, donc le stresseur, la réaction à cet agent et l'état dans lequel se trouve celui qui réagit. Donc il y a un stress à chaque fois qu'un individu est sollicité par son environnement et doit s'adapter. Cette sollicitation, elle peut être bonne ou mauvaise, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, quand on voyait la personne sur la ligne de départ, eh bien en fait, elle est sur la ligne de départ, certainement qu'elle a un niveau de stress, mais c'est ultra motivant parce que son objectif, c'est de gagner, par exemple. Elle sait qu'elle s'est super bien entraînée, ou son objectif, c'est de dépasser son dernier record, ou tout simplement de donner le meilleur d'elle-même, quel qu'il soit en fait. Et à partir du moment où elle a défini un objectif qui va être enthousiasmant,
qui va être sollicitateur d'une façon positive, eh bien, elle va pouvoir vivre ce stress d'une manière bien plus positive. Il y a des personnes pour qui apprendre une nouvelle capacité, ça va être très stressant et vous allez même les entendre dire, oh, c'est difficile, c'est difficile. Et il y en a d'autres pour qui apprendre une nouvelle capacité, ça va être moins stressant et le vocabulaire qu'ils vont utiliser, c'est, ah ben tiens, c'est nouveau. Ah ben tiens, ça c'est nouveau, je connais pas, c'est nouveau. Au lieu de je ne connais pas, c'est compliqué. Donc, on va voir que chacun d'entre nous, en fait, on a une capacité d'adaptation plus ou moins flexible suivant les milieux, suivant la sphère dans laquelle on est. Donc, cette sollicitation, elle peut être bonne ou mauvaise. Chez l'être humain, le stress, il suit des chemins complexes qui prennent leur source dans le cerveau et il mobilise à chaque fois, à la fois, en fait, le système nerveux et le système endocrinien. Le système endocrinien, ça va être notre système hormonal. Donc, les hormones, ce sont celles qui vont avoir après sollicité des réactions chimiques en chaîne dans notre corps. On va passer aussi un peu sur la physiologie tout à l'heure du stress. Vous allez voir, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc, la réaction automatique et naturelle, c'est une réaction automatique et naturelle. Et donc, le stress équivaut à un signal d'alarme corporel qui alerte l'individu et le prépare à réagir. Si la solution apportée est satisfaisante, le stress diminue et l'organisme retrouve son état initial. Dans le cas contraire, le mécanisme peut s'emballer et produire des perturbations importantes, voire dangereuses. Donc, à l'opposé de sa fonction initiale, ben, d'un seul coup, le stress peut prendre une dimension pathologique et au lieu d'être un moyen de s'adapter au changement ou de répondre à l'adversité, il aggrave les contraintes subies. Donc, on comprend bien que le stress est là pour nous créer une réaction d'adaptation. Et si on arrive à trouver une réponse adaptée euh, qui, qui soit fonctionnelle, eh bien, notre niveau de stress diminue. Si on n'arrive pas, on reste en stress. Et si on reste en stress trop longtemps, eh bien là, ça devient pathologique et ça peut créer différents problèmes. On va le voir après. Donc maintenant, je vais vous demander encore une question. C'est d'écrire pour vous, là, maintenant, si le stress était un objet ou un animal, que serait-il? La première chose qui vous vient dans la tête, vous l'écrivez sur un papier, s'il vous plaît, et puis vous pouvez le mettre dans le chat pour ceux qui veulent le partager. Donc, si le stress était un objet ou un animal, que serait-il? Je vais vous demander d'écrire la première image qui vous est venue. Alors, nous avons première réponse, chat. Mhm. N'hésitez pas à être actif. Lion. Encore lion. Hyène. Chien. Lion affamé. Alors, il y a un jeune qui dit qu'il n'a pas vraiment compris. Si vous pourriez juste recommencer et reposer la question. Chalumeau. Eh bien, en fait, qu'est-ce que j'ai posé comme question? C'est comment est-ce que tu te représentes le stress? Et le but, c'est pas de mentaliser, mais c'est vraiment d'avoir la première image qui te vient. Quand je dis, OK, si le stress était un objet ou un animal, lequel serait-il? Voilà. La première image qui te vient. Moi, c'est une hache, par exemple. Tu vois, voilà, ça peut être ça, une hache qui est arrivée. Donc, chacun son truc, que ce soit un objet ou un animal. Et je vous invite juste à le garder de côté, d'accord? Parce que ça, à un moment, on va pouvoir l'utiliser avec différents exercices pour réintégrer. Et au lieu d'être en dissonance, au lieu d'être en séparation, eh bien, on va essayer de rentrer dans un processus d'intégration. Il faut retenir cette phrase qui est tout ce à quoi on résiste persiste. D'accord? Donc, en fait, à un moment, au lieu d'être en résistance ou en déni, eh bien, peut-être qu'il va falloir passer par une phase d'acceptation ou d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'origine du stress. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'opposer à quelque chose qui n'est pas juste. Ça veut juste dire que dans notre positionnement intérieur, on est en accord avec la réaction qu'on va avoir. D'accord? On intègre ça. On a trois types de réactions face au stress. Soit on est figé, soit on prend la fuite, soit on combat. La plupart du temps, on est figé ou on prend la fuite. On va éviter les situations de stress. Ça ne veut pas dire que du coup, on ne la subit pas, mais ça veut dire qu'on va l'éviter. Alors que des fois, dire à son collègue, écoute, tu me rends toujours les comptes rendus la dernière minute, moi, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ces comptes rendus soient rendus avant? Il faut que tu comprennes du temps, de l'espace dont moi j'ai besoin.
Et au lieu de ça, on va peut-être tout simplement éviter de travailler avec ce collègue ou le rendre coupable d'autre chose pour se décharger du mal-être qui nous fait subir dans d'autres situations. Donc, ça va être vraiment à nous de pouvoir intégrer c'est quoi la réaction la plus adaptée pour moi. Ok, d'être un peu plus en conscience sur ce que l'on vit à ce niveau-là. Donc, je vous invite toujours à garder ça sur un papier, tout ce qu'on a écrit. Maintenant, on va passer, eh bien, du coup, à l'opposé. C'est quoi le bien-être? Selon vous, c'est quoi le bien-être? Est-ce que vous pourriez me mettre vite fait dans le chat, c'est quoi le bien-être pour vous? La sérénité. Mhm. Répondez sur le chat. Qu'est-ce que le bien-être pour vous? Joie. Alors, la question, c'est qu'est-ce que le bien-être pour vous? Qu'est-ce que vous représentez comme étant le bien-être? Il y a la Ouais, joie, la sérénité, le savoir-être, paix intérieure, le calme, la nourriture, la vision de soi, santé, état d'inquiétude, sensation de paix, d'être très actif, c'est excellent. Paix intérieure, sérénité, encore, on a toujours paix intérieure qui revient. L'équilibre sentimental et émotionnel. intéressant. C'est cool. Merci à tous, hein, vraiment de participer et de poser ça. Ok. Donc ça, tout ce que vous avez écrit dans le chat, pareil à nouveau, écrivez-le pour vous sur votre papier. Et ça va être à nouveau intéressant parce que la première chose qui vous est venue sur qu'est-ce que le bien-être pour vous, eh bien ça va être quelque chose à cultiver et à aller chercher quelles sont toutes les actions faciles, simples, que je peux mettre en place et qui sont peu coûteuses, qui dépendent de moi-même et pas des autres. D'accord? C'est-à-dire, je suis en paix ou je suis bien quand tout se passe bien au travail ou quand mes enfants sont calmes. Non, ça, votre paix intérieure, elle ne peut pas dépendre de l'environnement, malheureusement. Il y a vraiment notre influence, notre propre cercle d'influence, c'est-à-dire nous, notre positionnement. Et ça va être là, c'est notre vrai point de travail. C'est à partir de là qu'on va pouvoir débloquer le maximum de situations sur notre positionnement. Donc, retenez bien ce que vous avez décrit là-dessus. Maintenant, moi, je vais vous donner une définition, d'accord, de qu'est-ce que le bien-être. Donc, le bien-être, c'est un ressenti, c'est-à-dire que c'est une évaluation globale et subjective, personnelle, qui peut être impactée par de multiples facteurs. On se rend compte que le stress aussi, c'était une évaluation subjective. Eh bien, le bien-être aussi, c'est une évaluation subjective. Et de façon collective, la santé, elle est abordée avec, en particulier, un ensemble d'actions préventives, éducatives et sociales. Il faut voir que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle définit la santé comme un état de complet bien-être mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, d'accord, mais en fait à un état de bien-être général. Donc on se rend bien compte que la santé aussi, et il y en a plusieurs qui l'ont nommé, hein, je crois, la santé, elle est aussi corrélée à cet état de bien-être. Donc, de quelque chose qui pourrait être purement physique, on se rend bien compte qu'en fait, ça prend tous les paramètres de l'être. Et dans votre relation au travail, ben, plus vous avez votre équilibre intérieur, ce que j'appelle la référence interne, plus vous revenez et vous savez trouver votre point d'équilibre, eh bien, plus vous allez pouvoir avoir des réactions adaptées à votre environnement et garder un état d'efficacité de disponibilité mentale et du coup d'efficacité dans vos choix, dans vos réactions au travail, dans votre capacité aussi de traitement d'informations, de réponse à l'environnement. Alors, déjà, un peu. On a atteint les 25 minutes. Allez, on a atteint les 25 minutes. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. Je vous invite tous à poser bien vos deux pieds par terre. Si vous êtes assis sur une chaise, si vous êtes assis au sol, à bien sentir votre fessier sur le sol. Et puis à fermer les yeux et on va faire un petit exercice de 3 minutes. Je te laisse gardienne du temps, s'il te plaît. Et en fait, on va faire un petit exercice qui nous permet de descendre notre niveau de stress. Donc, on va s'évaluer là tout de suite maintenant comment je suis au niveau de ma disponibilité mentale ou de mon stress sur une échelle de 0 à 10. Vous l'écrivez sur votre papier. Et puis maintenant, on va fermer les yeux et on va mettre nos mains sur nos yeux. On est le dos droit et on respire calmement.
Et en fait, les mains sur les yeux, on va juste respirer. Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui apparaît, on vient juste respirer. Et on sent le bienfait de nos mains sur nos yeux. Et on essaye d'avoir une respiration qui commence par le bas du ventre et qui remonte jusqu'en haut du torse, jusqu'aux épaules. Et un expire qui est tranquille et long. Maintenant, on va changer la position de nos mains, on va les mettre sur nos oreilles. Toujours les yeux fermés. Et on va prendre le temps de sentir juste l'apaisement que provoquent nos mains sur nos oreilles. Et on respire toujours calmement. Et le dernier, on va mettre une main devant sur le front et une main derrière sur l'occiput, derrière. Et c'est pareil, on va respirer calmement avec les mains déposées là. Nous avons atteint les 3 minutes. Merci beaucoup. Donc, je vous invite vraiment, j'espère que vous avez senti la différence d'état d'être là maintenant, à vous noter. Et notez-vous sur votre stress que vous aviez avant, et là maintenant l'état dans lequel vous êtes à l'instant T quand vous sortez de cet exercice. Et réalisez que des fois, savoir s'arrêter, c'est pas des fois, c'est même tout le temps, savoir s'arrêter et prendre 3 minutes de votre temps, même 1 minute, mais 3 minutes de votre temps, ça peut changer l'heure qui suit dans votre efficacité. Si vous ne faites pas cette pause, vous allez continuer avec un niveau d'hyperactivité mentale ou d'hyperstress ou tout simplement de stress pour au final être beaucoup moins efficace derrière. Donc, il faut savoir s'arrêter et ramener son corps dans un état de no stress. OK? Merci pour l'expérience et vous êtes prêtés au jeu. Donc maintenant, on va se poser la même question. Si le bien-être était un objet ou un animal, que serait-il? Qu'est-ce que c'est la première image qui apparaît quand on parle de bien-être? Qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de réponse sur le chat. Il Colomb, n'y a pas de problème, ils peuvent l'écrire pour eux aussi. une éponge, j'ai l'impression. Ça marche. Je vous ai perdu pendant l'exercice, c'est ça? Vous êtes tous endormis? Livre. Ok. Donc ça, je vous invite aussi à le noter parce que ça peut être, il faut comprendre, il y a le principe d'ancrage. Quelque chose que vous aimez, enfin, le bien-être, l'état de bien-être, si vous vous le représentez, moi j'en sais rien, c'est une couronne qui est apparue, c'est un oiseau, je sais pas quelle est l'image qui est venue, d'accord? Mais cette première image qui est apparue, vous pouvez la garder parce que vous pouvez l'utiliser comme ancrage. C'est-à-dire, ok, là, j'ai pas beaucoup de temps, je sens que je suis en niveau de stress eh bien, je peux avoir cette image que j'ai imprimée, que je pose à côté de moi et je prends le temps de la regarder juste quelques secondes ou 1 minute. Et en fait, mon corps,
il sait que ça veut dire état de no stress, état de bien-être. D'accord? Et en fait, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser comme un outil d'ancrage pour se ramener dans cet état-là. Allez, on va passer à la suite. Donc, l'analogie du saut. Tout à l'heure, on s'est bien rendu compte que le stress, c'était vraiment subjectif. Donc, on n'a pas tous la même taille de saut. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont remplir notre seau à plus ou moins fort débit. OK? Donc, le stress, il peut inclure la formation, le travail, l'école, les relations, les finances, un déménagement ou un changement d'environnement, d'accord? Le changement de travail, la perte de quelqu'un. On se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent venir générer un stress, donc demander une adaptation. OK? Nous demander de nous adapter à un changement. Et pareil, au niveau de ce seau qui se remplit, en fait, ben, on voit bien qu'on peut avoir des robinets en bas. Et en fait, quels sont les outils qui nous permettent de vider le seau? Eh bien, on a tout ce qui va être les outils mentaux, tout ce qui va être des exercices, d'accord? Donc, comment fonctionne notre processus mental, à quel point on est conscient. Les exercices physiques, d'accord? Avoir une activité physique permet aussi de décharger le stress. D'avoir un sommeil de qualité, c'est super important parce que pendant le sommeil, c'est là où il y a de la régénération alors que le stress, lui, peut empêcher ces moments de régénération, la relaxation, la méditation, et puis pour certaines personnes, ça va aussi le fait de partager nos sentiments avec nos amis. Toutes ces choses-là, ça peut nous permettre de vider notre seau, ok? Et puis il y a d'autres choses où on croit que ça vide le seau, mais en fait non, tout ce que ça fait, c'est le remplir. Ça va être, par exemple, se coucher tard, faire trop la grasse matinée, se droguer, être inactif, remettre à plus tard, réprimer ou ignorer les problèmes. Mais souvent, ce sont des stratégies qu'on met en place pour compenser justement le stress. Mais le problème, c'est que ça ne vient pas résoudre. Donc, comment est-ce que nous, on peut implémenter de manière simple, facile, peu coûteuse, des actions au quotidien ou à la semaine qui vont nous remettre dans un état de no stress. Maintenant, on va rentrer dans la physiologie du stress. Comment ça fonctionne? Le stress peut se manifester tant sur le plan physique que psychologique et il génère systématiquement une hyperfonction du système nerveux. Donc, le système nerveux étant étroitement lié au système hormonal, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une cascade de réactions chimiques qui va se déclencher et qui va entraîner des troubles manifestes psychiques, physiologiques et physiques. Ces troubles, ils peuvent être importants ou pas importants, hein, d'accord? Mais il y a un changement qui vient se faire. Il faut savoir que plus de 75% de nos problèmes de santé peuvent être liés au stress et à la tension nerveuse. Donc, un état de stress apparaît dès lors que notre organisme se sent agressé par une situation difficile à gérer, qu'elle soit interne ou externe. Quelqu'un qui a une maladie ou qui a des douleurs en permanence, ça fait un haut niveau de stress. Son corps, il doit gérer ça tout le temps, d'accord? Et donc, logiquement, ça va aussi affecter le reste de son corps. Le stress est au départ un moyen mis en œuvre par notre organisme pour s'adapter au changement. C'est ce qu'on appelle le principe d'homéostasie. Donc ça, c'est le principe de garder l'équilibre au niveau du corps, à tous les niveaux, que ce soit physiologique, comme physique, comme émotionnel. D'accord? Maintenant, on va parler des stresseurs. Il y a 3 stresseurs. Il y a les stresseurs organisationnels, les stresseurs environnementaux et les stresseurs émotionnels. Est-ce que vous pourriez me lister les stresseurs organisationnels que vous identifiez? Quels sont les paramètres organisationnels qui pourraient être du coup source de stress ou pas? Est-ce qu'on a des réponses dans le chat? Oui, le désordre, les conditions de travail, le temps de travail, remise d'un travail, donc c'est vraiment le même sujet qui revient, le mécontentement, Mhm, le rythme de travail aussi, mhm, tout à fait. le temps plein. Merci. Et ensuite, Voilà. au niveau des stresseurs environnementaux, vous définiriez quoi? Quels sont tous les stresseurs environnementaux? Pardon, excuse-moi, vas-y. Pas de souci. Là, stresseurs environnementaux, la pollution, le bruit, Mhm, mauvaise organisation, le bruit, c'est clair, la pollution, le bruit,
l'environnement en général, la lumière, par exemple, vous travaillez dans un espace qui n'est pas assez lumineux par rapport au travail que vous avez à faire. Le manque d'aération, le gaspillage, l'inondation, Exact. fumée. Les fumées, les mauvaises odeurs. Donc, on se rend compte qu'au niveau de notre environnement, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir nous travailler. D'accord? Et ensuite, les stresseurs émotionnels, qu'est-ce que vous identifiez comme stresseurs émotionnels? La peur, manque de confiance en soi, pression sociale, l'absence de gratification. Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que vous mettez parce que manque de confiance en soi, pression sociale, absence de gratification, d'accord? Vie On en se... famille, Pardon, tu peux répéter? vie en famille, manque d'altruisme, Mhm. mauvaise humeur, problèmes familiaux, le divorce et le break-up, stéréotypes, peur de Mhm. perdre un cher. Vous êtes très actifs, c'est excellent, vraiment. Ouais, c'est Ça génial, avait merci beaucoup. des réponses. Mm. Donc, on se rend compte que tout ce qui va être stresseur émotionnel, vous voyez là aussi qu'on en vient à des choses euh, qui peuvent être, entre guillemets, des stresseurs extérieurs, ok? Mais même la pression sociale, le manque de gratification ou le manque de confiance en soi ou l'environnement familial, il y a un environnement externe, ok, qui va venir activer au niveau émotionnel, mais on se rend bien compte que suivant notre état d'être intérieur, eh bien, en fait, ça va avoir plus ou moins une influence sur nous. D'accord? Et il y a quelqu'un qui aura assez de confiance en lui qui, du coup, va pas être challengé par certaines situations parce que, justement, il a quand même confiance en lui. Il sait ou elle sait qu'il a fait ou qu'elle a fait de son mieux. Et qu'en fait, ben, elle a vraiment, ou il s'est vraiment donné tous les moyens pour réussir ou accomplir la tâche. Et peut-être qu'il y a encore des erreurs, qu'il y a un potentiel d'évolution, qu'il y a un potentiel d'amélioration, et que la personne en face de nous ne sait pas communiquer et ne nous montre que ce qui ne va pas, au lieu de nous dire, ah ben là, tu as un fort potentiel d'amélioration, tu sais. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut apprendre à communiquer. Au lieu de dire, tu as mal fait ça, ça, ça et ça, c'est sur ce point-là, tu pourrais t'améliorer, sur ce point-là, tu pourrais t'améliorer. Et selon toi, quelles sont les actions, les choses que tu peux mettre en place qui sont simples, faciles, peu coûteuses et que tu peux commencer à mettre en place pour t'améliorer sur ce point-là ou ce point-là. Et ce qui est très intéressant, c'est à nouveau de se noter. Bon, bah, admettons que je me suis notée à 4 niveau organisation. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer mon organisation? Quelle est la première action simple, peu coûteuse, facile à mettre en place, que je puisse mettre dans mon agenda, programmée pour cette semaine et qui va pas me coûter grand-chose, mais qui va me permettre de passer de 4 à 4,5 ou de 4 à 5 sur mon niveau d'organisation. D'accord? Donc, rappelez-vous vraiment souvent ces questions. Je les répète souvent, vous l'avez vu, hein. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre le mécanisme physiologique du stress. D'accord? Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment ça se passe au niveau physiologique. On regarde la vidéo, puis je ne sais pas si ce ne sera pas le temps de se refaire une petite pause derrière. Je te laisse me dire, Boshra. Également, si ça veut personne répondre à une question. Oui, vas-y. Après, je pense qu'après la vidéo, c'est intéressant, parce que c'est une question en rapport avec le stress au travail. Donc, D'accord. Donc, on regarde la vidéo, et puis après, on répond à la question. Ça marche? ouais. Allez, on fait ça. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes.
On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle a été éducative pour vous. Et on va rester sur la question. Vas-y, je t'écoute. Exactement. Il y a deux questions. C'est qu'on travaille dans un environnement très compétitif où on n'a aucun contrôle sur les événements. Et est-ce que le stress dans un environnement de travail peut jouer sur la confiance en soi? Alors, tu peux répéter le début, la première question? La première question, c'est que faire quand on travaille dans un environnement très compétitif où on n'a finalement aucun contrôle sur les événements? Et est-ce que le stress dans un environnement de travail peut jouer sur la confiance en soi? Alors, l'environnement compétitif, dans un environnement très compétitif où tu n'as aucun contrôle sur les événements extérieurs, tu as un contrôle sur tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, c'est ton outil, ça, c'est ton arme. C'est-à-dire que c'est très compétitif. Soit tu n'aimes pas du tout travailler dans un environnement compétitif, ça correspond pas du tout à tes valeurs et tu le vis exclusivement comme un stress contraignant et pas comme un stress motivant. D'accord? Il y a des gens pour qui la compétition, c'est motivant. C'est-à-dire que ça les pousse à aller chercher plus loin, à être encore meilleurs et à élargir leur zone de compétence ou leur zone de confort. OK? Et il y a d'autres personnes pour qui, eh bien, en fait, la compétition, ça va être au contraire inhibant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a trois réactions face au stress. Soit on est figé, soit on prend la fuite, soit on est dans le combat. Parce qu'à l'origine, le mécanisme physiologique du stress, il était pour réagir à votre lion affamé. Quand on était dans la brousse et qu'il y avait le lion qui apparaissait et qui avait faim, c'était sauf qui peut, quoi. À part qu'aujourd'hui, on n'est plus chassé par un lion. Par contre, on a la même réaction physiologique quand on a le patron qui rentre dans notre bureau ou quand on a notre collaborateur ou notre collègue avec qui on est en compétition sur un projet. D'accord? Donc, si cet environnement compétitif, tu n'es pas capable de le changer et il n'y a pas une volonté de l'équipe de vouloir travailler en collaboration plutôt qu'en compétition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'espèce qui perdure le plus, c'est pas seulement celle qui domine, c'est surtout celle qui collabore. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais ça faisait partie aussi des travaux de la phase de l'évolution. C'était ça, en fait. Il faut collaborer. Donc, soit il y a cette ambiance qui peut se mettre en place au sein de l'entreprise, soit c'est pas du tout l'objectif. Si c'est pas du tout l'objectif et que toi, tu peux pas changer de travail ou d'environnement, il va falloir que tu changes ton positionnement intérieur. Donc, comment est-ce que la compétition peut être une source d'amélioration et une source de motivation pour moi? Et jusqu'à quel niveau, moi, je me pose dans ce que j'appelle la réussite, d'accord? Et aussi vraiment prendre le temps d'évaluer, de se dire, mais en fait, j'aurais réussi quand j'aurais atteint ça. Parce que si on n'est pas capable de définir notre objectif, d'accord, qui est par exemple, c'est pas nécessairement j'ai gagné le projet, notre réussite. Ça peut être, eh bien, j'ai produit ça, ça et ça, que j'ai gagné ou pas le projet. Mais ça, il faut le définir parce que sinon, tu peux être toujours insatisfait et du coup, tu vas ignorer toutes les étapes de réussite que tu as eues. Et résultat, tu vas rester tout le temps en stress au lieu de passer sur un phénomène de gratification. Et ça dépend de soi. Donc ça, c'était sur la première question. La deuxième, si tu veux bien la répéter à nouveau, excuse-moi. Donc, on a parlé, en fait, des questions sont un peu liées.
On a parlé d'un environnement de travail qui est compétitif. Et la deuxième, c'est est-ce que le stress, justement, dans cet environnement-là, peut jouer sur la confiance en soi? Eh bien, là, pareil, la confiance en toi, ça veut dire, en fait, je viens d'y répondre quand j'ai parlé de résultats. C'est-à-dire que si tu définis pas tes objectifs, comment est-ce que tu vas reconnaître toutes tes réussites? Que ce soit le fait juste d'avoir réussi à gérer ton stress, par exemple, que ce soit d'avoir réussi à produire quelque chose dans les temps, que ce soit d'avoir amélioré ton organisation, même si tu n'es pas encore optimum. Souvent, l'exemple que je prends, quand tu veux monter au sommet du Kilimandjaro, par exemple, bah, avant de monter au sommet du Kilimandjaro, tu vas t'entraîner. Ok, tu vas acheter des chaussures de marche, tu vas trouver un sac à dos, tu vas t'équiper pour. Et toutes ces étapes-là, elles sont hyper importantes pour atteindre ton objectif. Donc, si à un moment, tu ne te poses pas avec toi-même et tu définis pas c'est quoi toutes les étapes qui me permettent d'atteindre mon objectif et je suis capable de reconnaître la réussite de chacune de ces étapes, eh bien oui, ça va atteindre ta confiance en toi parce que tu vas vouloir t'attaquer au Kilimandjaro, où tu vas voir la montagne que tu veux monter, et en fait, tu n'es même pas capable de faire le premier pas, parce que toi, tout ce que tu vois, c'est l'objectif final, et tu as oublié de le décomposer. Il y a un outil qui s'appelle l'outil SMART, qui te permet, je vous invite à regarder sur Internet qu'est-ce que le SMART, S-M-A-R-T, et chaque mot veut dire quelque chose, donc c'est le fait vraiment de décomposer ces objectifs de manière spécifique, mesurable, d'accord, adaptés, opérationnels, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'espère que j'ai répondu. Pour revenir par rapport au mécanisme physiologique du stress, en fait, il y a 3 phases de stress qui ont été définies selon Hans Selye, en fait, qui était un physicien endocrinologue. Il y a la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Dans ce petit film qu'on a vu tout à l'heure, on a bien vu les 3 phases, qui étaient la phase d'alarme, ok, tout s'active. La phase de résistance, c'est quand ça vient plus longtemps, quand on reste dans un niveau de stress, et la phase d'épuisement, quand ça commence à créer des problèmes au niveau physiologique ou ouais, au niveau physiologique, et donc du coup, ça va influencer notre état d'être général. On se rend compte que face à une situation qui pose un problème à l'individu, on va procéder en fait à une évaluation de l'enjeu de la situation. C'est-à-dire que ce stresseur, est-ce qu'il représente une perte, une menace ou un défi pour moi? C'est ce qu'on appelle l'évaluation primaire. Et en fait, quelles sont les exigences de la situation? Et ça, c'est des choses qui se font automatiquement. Notre corps, il va aller chercher dans ses expériences, notre cerveau, quelle réponse j'ai face à une situation comme ça? Qu'est-ce que je connais comme réponse? Et donc ensuite, on va évaluer nos ressources pour voir, donc ça c'est l'évaluation secondaire, pour voir comment est-ce qu'on va répondre ou intervenir sur la situation qui nous pose problème. Et ça va être notre capacité à contrôler ou non la situation. Donc on peut aussi le faire comme le dessiner de cette manière-là, c'est j'ai la perception d'une menace, ok, ou il n'y a pas de menace perçue par rapport à ce stresseur. Donc il y a quelqu'un pour qui ça va faire 0 stress, il y en a un pour qui ça va faire 1, 2, 3, 5, 10 sur le stress pour la même situation. Et si j'ai perçu un stress, en fait, je vais évaluer est-ce que j'ai une capacité à faire face ou une incapacité à faire face. Si j'ai trouvé une solution, le stress est monté, il est redescendu tout de suite parce que j'ai trouvé ce que j'allais pouvoir mettre en place pour gérer la situation en face de moi. Et si j'ai une incapacité à faire face, je vais rester dans un niveau de stress jusqu'à ce que je trouve un équilibre, remettre mon état en équilibre. Donc, l'effet stressant, ça va être le résultat de l'écart entre les exigences de la situation et les possibilités subjectives, ok, de subjectives liées au contrôle. Tout à l'heure, on parlait d'effet hormonal. En fait, il faut comprendre, et pourquoi je vous disais aussi d'utiliser la technique des objectifs SMART, parce qu'il faut pouvoir motiver notre système dopaminergique, c'est-à-dire la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Donc si je me fixe comme objectif, allez, moi j'ai besoin d'être super calme, j'ai décidé que je fais aucune méditation aujourd'hui, puis en fait je vais me mettre 3 heures de méditation par semaine. Il y a de fortes chances que comme on n'en a jamais fait, on soit incapable de mettre 3 heures par semaine. Le résultat, ça va être quoi? Notre juge intérieur va se réveiller et je vais dire, ah mince, cette semaine, j'ai pas fait la méditation, nanana, et puis je vais me juger. Et donc, du coup, eh ben, je vais rester sur l'axe de vigilance, le stress perçu, le circuit de survie et l'adrénaline, au lieu d'aller allumer les axones du plaisir, l'absence de stress, le circuit de récompense et la libération de dopamine dans mon corps. Donc, c'est vraiment à vous de toujours se dire qu'est-ce que je peux mettre en place qui me permette de passer de tel niveau à tel niveau, d'accord? Juste d'augmenter un petit peu ma note, de m'améliorer un peu plus. Quelle est la chose, la première action facile, simple, peu coûteuse
que je peux mettre en place dès maintenant. Si c'est m'arrêter et faire du palming, je m'arrête et je fais du palming, comme on vient de faire. OK? D'ailleurs, on doit peut-être faire la deuxième. Exactement, on attend les 25 minutes. Ça marche, tout à fait. On les a atteints, tu m'as dit? Excuse-moi, j'ai pas compris. On a atteint les 25 minutes. Ok, très bien. Donc, si on les a atteints, eh ben, je vais vous proposer de faire quelque chose. À nouveau, les pieds au sol. Ok. Un chronomètre de 3 minutes. Ouais, on va le faire juste sur 3 minutes, exactement. Les pieds au sol, on pose ses mains sur les genoux, ou peu importe. Si vous êtes assis par terre, pareil, vous sentez juste votre base qui est posée au sol. On va inspirer et on expire. Vous savez, comme quand un animal, il pose ses pattes, il pose sa tête sur ses pattes et qui fait ou que vous en avez marre et puis vous faites oh, oh, comme ça là. Bon, eh ben on va essayer vraiment de prendre un bon inspire et de lâcher un gros expire comme ça. On va faire ça 3 fois. Et la troisième fois, quand vous le faites, je vous invite à suivre cet expire et à descendre tout en bas jusque dans votre périnée, jusqu'à la base de votre corps. Et c'est le bassin, d'accord? On vient se déposer dans le bassin. C'est le bas qui est sain. C'est l'endroit où on peut venir se déposer en toute sécurité. Et une fois qu'on est posé là, on va faire un scan de notre corps tout doucement. Et on va commencer par notre cuir chevelu. Tiens, je sens mon cuir chevelu. Ok, je mets ma conscience là. Maintenant, je sens mon front, mes yeux, les orbites de mes yeux, mes sourcils, mes pommettes, mes oreilles, mes joues, mes mâchoires, ma gorge. Et puis je relaxe tout ça. Je mets de l'espace dans tout ce que je viens d'identifier. Et puis je continue. Mes clavicules, mes épaules, mes bras, le haut de mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes mains, mes doigts. Et j'expire là-dedans à nouveau. Je mets de l'espace. On inspire calmement. Et on continue. Tout le haut du torse, devant, derrière, au niveau des côtes flottantes. Et je mets de l'espace. Au niveau du ventre, mon estomac, mes intestins, mes reins, mon dos, le bas du dos, le haut des fesses, les hanches. Et je respire. Et puis mes jambes, mes cuisses, le haut des cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, la cheville, même le talon, la plante des pieds, le dessus des pieds, jusqu'au bout des orteils. On attend les 3 minutes. Parfait, on a fini le corps. On est tout bon, ok? Alors, j'ai Allez, une question, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous avez remarqué quand je vous disais d'aller dans un endroit du corps, qu'est-ce qui se passait? n'hésitez pas à partager vos réponses sur le chat. Voilà, est-ce que vous avez réussi à aller dans les endroits du corps où je vous ai invité? Dans vos réponses, de vos ressentis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là où va la conscience, va l'énergie. Donc, si vous êtes tout le temps en colère, si vous êtes tout le temps frustré, si vous passez votre temps à faire ressortir tout ce qui ne va pas au niveau du travail, eh bien, c'est là où vous allez mettre de l'énergie. Si par contre, et c'est pareil dans votre corps, si vous vous êtes rendu compte, quand on a parlé du cerveau ou du cuir chevelu, hop, on était sur la tête. Quand on a parlé des sourcils, on est passé aux sourcils. Quand on a parlé de la gorge, d'un seul coup, la conscience et l'attention étaient à la gorge.
d'accord, l'énergie va à cet endroit-là. OK? Donc, quand vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, c'est votre émetteur et votre récepteur, c'est votre outil physique dans ce monde matériel et physique, eh bien, il faut y créer de l'espace. Et c'est pareil dans votre espace mental. Si vous passez tout votre temps à critiquer et à être négatif, eh bien, vous allez donner de l'énergie à ça et du coup, vous allez nourrir ça. Donc, c'est quoi votre objectif? Et comment est-ce que vous pouvez modifier votre, vos habitudes de réaction face à votre environnement? C'est hyper important. On a des outils qui sont l'échelle de l'estime de soi, qui va vous permettre, par exemple, d'évaluer l'estime de soi. Vous allez pouvoir avoir accès à un support de cours. Cette échelle, elle est décrite dedans. Vous allez pouvoir l'utiliser. OK? Ensuite, il y a l'échelle de Holmes-Serrae, qui permet aussi d'hiérarchiser par intensité les stress événementiels. Ça vous permet de voir quels sont tous les stress qui peuvent être autour de moi, dans ma vie professionnelle comme personnelle. D'accord? Et tous ces facteurs-là, cumulés, vont créer un stress général. C'est quoi le niveau d'intensité dans chacun de ces domaines? La pyramide de Maslow, qui, elle, nous parle des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et selon Maslow, ben, si on n'a pas répondu aux premiers besoins basiques physiologiques, on ne peut pas répondre aux besoins de sécurité, ni aux besoins d'appartenance, ni aux besoins d'estime de soi, ni aux besoins d'accomplissement. Donc, comment est-ce que tout doucement, je réponds à chacun de ces besoins pour pouvoir autoriser ce but, cet accomplissement? D'accord? L'échelle du burn-out aussi, qui peut être un outil à utiliser, et le modèle ciné, qui parle en fait, ce qui veut dire contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego, c'est quelles sont mes capacités d'adaptation à nouveau face à des événements nouveaux. Donc ça, vous l'aurez dans le support de cours, je vous invite à l'utiliser. Au niveau des outils de la gestion du stress, donc là on était sur l'identification et maintenant on va être sur la gestion, on a tout ce qui va être éducatif, psychothérapique et psychocorporel. Dis-moi. Je croyais que tu avais parlé, Bochra. Non. D'accord. Donc, tous ces outils-là, en fait, voilà une petite liste non exhaustive des outils qui sont à notre disposition. Au niveau éducatif, il faut bien rendre compte qu'en fait, on ne peut pas identifier et modifier quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, il va falloir s'éduquer. La gestion du stress, la gestion du temps et du travail, d'accord, utiliser un Pomodoro, utiliser la matrice d'Eisenhower, faire une liste, préparer la veille ou préparer la veille ou avant la semaine à venir, par exemple. Le soir, vous vous posez, vous écrivez, OK, ah bah tiens, demain j'ai ça, ça, ça à faire. Votre cerveau a eu le temps de s'habituer, il sait déjà les choses qu'il a à faire le lendemain. Ça paraît être peut-être inefficace, mais en fait, ça va créer une vraie différence dans votre capacité le lendemain à gérer les choses que vous avez à faire. Pareil par rapport à votre semaine. Donc, si vous vous autorisez pas à vous éduquer sur tous les outils qui sont à votre disposition et surtout à les mettre en pratique, d'accord, eh bien, vous pouvez pas expérimenter dans la matière les différences possibles. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça dépend de vous. Ça dépend pas de l'environnement, ça ne dépend que de vous. Ensuite, en thérapie, par exemple, on a la thérapie cognitivo-comportementale. C'est comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place d'autres actions, de nouvelles actions. Jusqu'à présent, j'ai jamais essayé de réagir comme ça face à ça. Comment est-ce que je pourrais me mettre dans une situation que je connais qui peut être stressante, mais où il y a peut-être moins d'enjeux. Et du coup, quelle capacité de développement je peux mettre en place. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est psychocorporel, donc le yoga, le tai chi, la méditation, tout ce qui va être biofeedback, écouter son corps, la relaxation, la sophrologie, le palming, la respiration, la musique, le sport, l'alimentation adéquate, les balades en nature, toutes ces choses-là, elles vont avoir une influence sur nous. OK? Alors attendez, il y avait peut-être quelque chose que je voulais partager. Non, on est bon. Donc en fait, le rythme alpha se manifeste lorsque la personne éveillée ferme les yeux et se détend. Il faut comprendre qu'on va pouvoir se mettre dans différentes zones cérébrales et c'est ce qui va vous ramener dans un état de no-stress. Donc toutes les activités électriques cérébrales rythmiques, en fait, elles sont classées selon leur fréquence. Les ondes alpha, ce sont les fréquences qui sont comprises entre 8,5 et 12 Hz. Celles-là, elles caractérisent un certain état de conscience, juste l'état de conscience habituel. Un état apaisé, donc ça va être émis principalement lorsque le sujet il a les yeux fermés. Quand on ferme les yeux, déjà, on va rentrer dans un état plus apaisé. Le bêta, lui, va correspondre aux fréquences supérieures à 12 Hz.
généralement inférieures à 45 Hz. Et elles apparaissent dans une période d'activité intense, ou de concentration, ou d'anxiété. Donc on se rend compte que si on veut passer déjà juste de bêta à alpha, on peut fermer les yeux et respirer quelques minutes là-dedans. Plus votre expire est long par rapport à l'inspire, plus vous descendez vos ondes. D'accord? Donc, plus vous êtes dans une capacité d'absorption de nos stress et donc une meilleure efficacité derrière. Les fréquences supérieures à 24 Hz et autour de 40 Hz sont parfois dénommées gamma. Donc là, on va carrément encore plus haut. Elles impliquent un processus en fait de liage perceptif. Et delta, là, ça sert vraiment les ondes les plus calmes et là où vous allez engranger même le plus d'informations. Et ça, c'est autour de 4 Hertz. Et un jeune enfant, naturellement, il est comme ça, en général. Et en fait, nous aussi, on peut descendre dans ces ondes-là quand on se calme vraiment. Le plus optimum pour nous, ça peut être les ondes θ, qui sont entre 4,5 et 8 Hertz. Et là, c'est à nouveau chez l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Et en fait, ça correspond chez nous, en tant qu'adulte, à un état de somnolence ou d'hypnose. Mais en fait, c'est un état de calme total qui nous permet, quand vous avez des choses à apprendre, des nouvelles choses à apprendre, plus vous êtes dans ces ondes-là, plus vous allez être réceptif. Donc, vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus, hein, sur Internet. Maintenant, je voulais vous parler, par exemple, de la matrice d'Eisenhower. Si on voulait rentrer sur quelque chose d'un peu plus concret en outil de gestion du stress, ok, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre de gérer toutes mes tâches, toutes mes activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ok? Donc, la matrice d'Eisenhower, elle nous propose d'organiser ça sous 4. On prend une feuille, on divise en 4, et on a le côté urgent et non important. C'est super urgent, mais c'est pas important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences, soit sur mon emploi, soit sur ma santé ou sur ma famille directement, mais ça reste urgent à faire. Ok? Donc ça, on l'écrit. Le urgent est important, on l'écrit. Le non urgent est non important. Et le non urgent est important. C'est pas urgent, mais c'est important. Et en fait, ça va nous permettre de passer à cette étape-là. C'est-à-dire que tout ce qui est urgent et non important, en fait, c'est quelque chose qu'on peut déléguer. C'est urgent, mais c'est pas important. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, certainement, au niveau du travail, va être capable de le faire parce que ce n'est pas de l'importance, cette tâche n'est pas dans l'importance de ma fiche de poste. C'est pas à moi de le faire. C'est pas un truc qui dépend de moi spécifiquement. OK? Donc là, ça va être les tâches qu'on va pouvoir commencer à identifier. Comment est-ce que je vais les déléguer? Ensuite, tout ce qui va être urgent et important, ça, c'est ce qu'on a à faire. Absolument. Il faut savoir que dans notre journée, on a des périodes où on est bien plus efficace que d'autres. Donc, en général, ça peut être plus souvent pour les gens en début de journée. OK? Eh bien, dans ce cas-là, je vais les faire tout de suite. Ça va être les premières tâches sur lesquelles je m'attaque. Et après, je vais dans la journée avoir des phases où je suis moins efficace. Et là, je vais commencer à passer peut-être au non urgent et important. Ok, c'est pas urgent, mais c'est important. Donc, je peux passer sur quelque chose ou plutôt même sur le urgent et non important. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de mobiliser mon cerveau tant que ça parce que c'est pas super important, mais c'est à faire. Ok? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que, en fonction des tâches que vous avez identifiées, vous les organisez dans votre journée, ou vous les organisez dans votre semaine, ou vous les organisez dans votre mois. Qu'est-ce que vous déléguez? Qu'est-ce que vous faites impérativement? Qu'est-ce que vous planifiez? Et qu'est-ce que vous éliminez? Le non urgent et non important, vous vous faites une checklist qui n'est pas urgente et que vous pouvez faire au fur et à mesure quand vous avez 5 minutes ou que vous êtes euh, moins disponible. Là, vous êtes fatigué, c'est la fin de la journée, vous n'avez pas le cerveau pour faire des trucs super précis, mais vous avez votre fameuse checklist là où il reste des choses à faire, mais c'est ni urgent ni important. Bah tiens, là c'est le moment où quand mon cerveau il n'est pas optimum, je peux les faire. D'accord? Vous avez la planification hebdomadaire qui peut vous aider aussi, et la matrice d'Eisenhower peut tout à fait vous aider à planifier votre semaine. Vous avez aussi le Pomodoro. Il faut savoir qu'on a une capacité de concentration qui est à peu près de 25 minutes à 40 minutes. Et après, on passe en mode auto-hypnose et on intègre nos informations. Donc, faites-vous des pauses. Utilisez la technique du Pomodoro. Vous mettez une alarme, comme là, toutes les 25 minutes, on a Boshra qui nous dit, allez, on fait un exercice.
eh ben, vous vous mettez une alarme et toutes les 25 minutes ou toutes les 40 minutes, vous faites une pause de 3 minutes, pas plus. Mais ça va tellement optimiser votre état d'être, votre état de no-stress et votre efficacité au travail. Et en fait, c'est à vous aussi de vous détacher du jugement des autres. Et si ça veut dire que toutes les 40 minutes, vous allez aller vous mettre une minute aux toilettes, ben vous allez vous mettre une minute aux toilettes. Si ça veut dire que toutes les 40 minutes, vous devez fermer la porte de votre bureau pendant une minute, pendant 3 minutes, le temps de faire votre respiration, vous le faites. OK? Et ça, c'est vraiment à vous de vous prendre en charge. Après, il y aura la liste de tâches, la priorisation de vos tâches, de les mettre par ordre d'importance et le fait de déléguer vos tâches. Tout ça, en fait, sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser pour gérer aussi tout ce qui peut être stress au travail. L'organisation, ça peut être un de vos gros outils au niveau opérationnel. Et après, au niveau relationnel, vous allez devoir travailler sur vous énormément parce qu'on ne peut, on peut pas changer l'autre. On peut seulement se changer soi-même, pardon, ou changer notre position face à la situation. Si l'autre n'est pas disposé à changer, quel est votre moyen d'influence sur l'autre? Il n'y en a pas. Le seul, c'est comment est-ce que vous gardez vos deux pieds dans vos baskets. Donc là, on était plus sur des outils, d'accord? Et aussi au niveau outils, il y a autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du système dopaminergique, ok? On a parlé du réseau où on va activer la dopamine. Ben, je vais vous donner quelques petits outils sur comment naturellement vous pouvez augmenter la dopamine dans votre corps. Donc cette dopamine, c'est un neurotransmetteur clé du cerveau qui joue un rôle sur la motivation, la productivité et la concentration. Donc, si vous êtes en cortisol, c'est-à-dire en stress, ben, vous diminuez ses capacités. Si vous êtes en production de dopamine, vous augmentez ses capacités. Donc, la dopamine, elle nous permet de mieux planifier, de résister aux impulsions qui pourraient entraver la réussite de nos objectifs. Un bas niveau de dopamine peut mener à un manque de motivation, à de la fatigue, à des comportements addictifs, à des changements d'humeur ou à des pertes de mémoire ou même à de la dépression. Un dépressif est en manque de dopamine. Donc, le fait de manger des aliments riches en tyrosine et en phénylalanine. Mais quelle langue elle parle? Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver cette liste d'aliments. Il y a des aliments qui naturellement contiennent plus de ça. Donc, si ça fait partie des aliments que vous affectionnez ou que vous oubliez de manger mais que vous aimez, vous pouvez les réintroduire dans votre alimentation. Faire de l'exercice, c'est super important d'avoir une activité physique. Ça va aussi générer de la dopamine. Passer plus de temps à l'extérieur, c'est important. Vous faites partie d'un environnement naturel et végétal aussi. Et en fait, ça peut être vraiment important de passer du temps à l'extérieur. Méditer, respirer, prendre le temps de calmer le flot mental que vous avez. Devenir l'observateur. Vous savez, celui qui est, vous posez face à vos pensées comme si vous étiez un chat devant un trou de souris qui attend que la souris sorte. Vous allez voir que tant que vous êtes vraiment en état de vigilance et d'observation, il n'y a pas de souris qui va sortir du trou. D'accord? Aucune pensée. Puis d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de penser, ça y est, vous avez dérivé. Pas de problème, on revient à cet état d'observation. Et à chaque fois qu'on est dans cet état d'observation, en fait, on est déjà en train de méditer. Et ça permet de calmer ce flux des pensées. Écouter de la musique, c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous faire du bien. Donc, moi, je vous invite, là, si vous êtes tout de suite, là, maintenant, vous êtes dans votre voiture, il y a votre morceau de musique préféré qui passe, qu'est-ce que ça vous fait? Sur une échelle de 0 à 10, votre état de bien-être, il passe de combien à combien? Selon vous, vous êtes dans quel état de bien-être? Si, d'un seul coup, voilà, vous êtes dans la voiture, il y a votre musique préférée, votre morceau préféré qui passe, ça vous fait quoi? Notez-vous. Alors, nous avons comme réponse, ça va de jusqu'à 9 ou 10. 10 encore. 9. Très bien. 9, c'est très élevé. Tu vois, c'est pareil. Donc, d'un seul coup, on se rend compte que la musique, c'est un truc qui va mettre dans un super état de bien-être. Maintenant, vous êtes en train de vous balader dans un parc ou dans la forêt, ok? Et vous entendez les oiseaux qui chantent, vous entendez le bruit du vent dans les feuilles. Ça vous met dans quel état? Sur une échelle de 0 à 10, votre état de bien-être, il est à combien?
Un petit peu plus tôt. 9 aussi. D'accord. Un autre exemple d'environnement, vous vous retrouvez au bord de la mer ou au bord de la lagune ou au bord d'une rivière, d'accord? Et vous sentez, vous avez l'odeur de l'iode si vous êtes au bord de la mer ou de la lagune, ou vous entendez juste le bruit de l'eau qui court, d'accord? Vous avez le souffle de l'air qui est sur vos joues, ok? Vous sentez ça, ça vous met dans quel état? Votre état de bien-être sur une échelle de 0 à 10, il est à combien? Très élevé. 10, 7. Ok. Et là, maintenant, par exemple, vous êtes en train de jouer avec vos enfants ou avec votre frère ou votre sœur, ou vous êtes en train de discuter avec vos amis. Vous prenez du temps, vous êtes avec vos amis et vous êtes autour de la table en train de boire un sirop, j'en sais rien, un jus ou tout simplement un verre d'eau. Et vous êtes là en train de discuter, c'est léger, c'est joyeux. Dans quel état de votre niveau de bien-être, il est à quel niveau? Sur une échelle de 0 à 10. Alors, beaucoup de 10, 9, 8, 10, D'accord? 9. Tous sommes entre 8 et 10. D'accord, très bien, merci. Et là, maintenant, tu vois, vous êtes en train de vous sortir d'une séance de sport ou vous êtes en pleine séance de sport, ok? Ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes que vous êtes dedans, c'est cool, vous avez de la motivation, il y a de la musique autour peut-être qui vous motive aussi, vous voyez d'autres personnes qui sont dans leur séance. Dans quel état de bien-être vous êtes? De 0 à 10. 5, beaucoup de 10. Ok? Et Beaucoup. on se projette à la fin de la séance de sport. Je viens de faire un match de volley avec mes amis ou je viens de finir ma séance de sport. Je rentre à la maison, je suis dans la voiture ou dans le bus ou dans le taxi. Dans quel état je suis en fait? Mon état de bien-être. Toujours dans les 8, 10. Voilà. Et ensuite, là, vous êtes à table chez votre mère ou dans votre restaurant préféré ou je sais pas qui vient de vous faire votre plat préféré. Il est beau, ils sont bons, vous êtes super heureux, là, vous avez ce plat devant vous, vous savez que vous allez vous régaler. Dans quel état de bien-être vous êtes? Toujours 10. 18, pareil, 10. On a beaucoup Voilà. investi toujours. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, il faut vraiment vous rappeler toutes ces choses-là qui vous ont mis à 8, 10, 9, 7 en état de bien-être. Eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des outils pour vous sortir du stress, pour vous ramener vers un état de bien-être. Ça veut dire qu'au lieu de manger tout le temps sur le pouce parce que je suis speed, eh ben, en fait, ça vaut le coup que je m'accorde le temps de faire un bon repas, que je m'accorde le temps de passer chez maman ou que je m'accorde la possibilité de me cuisiner ce que j'aime au moins une fois par semaine ou une fois par jour, suivant la personne qu'on est. On a besoin que ce soit plus fréquent ou moins fréquent. Il ne faut pas que j'oublie d'écouter la musique que j'aime parce que ça me fait du bien. Et si c'est sur le chemin du travail ou avant de rentrer dans un rendez-vous important, je me mets ma musique préférée parce que ça va faire monter mon état de bien-être et donc me sortir de mon état de stress. Toutes ces choses-là, ce sont vos outils. Et ça, c'est votre responsabilité de les utiliser et de les mettre en place. Le massage, ça fait monter aussi le niveau de dopamine. D'accord? Se faire masser, ça peut être ça, votre compagnon, votre partenaire, votre enfant avec qui vous pouvez vous amuser. Ah ben tiens, vous lui massez le bras aussi parce que lui, il doit aller à l'école, il est stressé, vous lui massez le ventre parce qu'il est tout stressé avant un examen. Eh bien ça, c'est des échanges qu'on peut faire entre soi. D'accord? Il y a des cultures, moi je vois en Asie hyper souvent, j'ai vécu en Inde pendant longtemps, et bien le soir, quand on est à la maison, les enfants ou les parents, pendant qu'on discute, on est en train de se masser comme ça le bras, là, on se serre. Et bien ça nous ramène dans notre corps, ça nous fait sortir du stress de la journée. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ça en fonction de nos cultures, d'accord? Est-ce qu'on peut se toucher ou pas se toucher? Ok, et bien dans ce cas-là, on va chez un professionnel. Est-ce qu'on peut s'offrir ça? Et si c'est pas ça, est-ce que ça peut être tout simplement s'auto-masser soi-même?
OK, quand je pose mes mains, quand vous avez mal quelque part, qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous mettez les mains là où vous avez mal. Si c'est pas un massage, c'est juste le palming, le premier exercice qu'on a fait. C'est je pose mes mains à l'endroit où ça va me déstresser. OK? Si c'est Et poser moi, mes mains là, vas-y. 10 minutes. Ouais, il Euh, reste 10 minutes. il reste à fait 25 minutes. Est-ce que c'est Mm. possible d'avoir une question et répondre éventuellement à une question s'il y en a qui souhaitent la poser? Ouais, je vais le faire, mais juste après. On a presque fini les slides et ensuite, je pense qu'on aura le temps. C'est OK? C'est super. Voilà. Donc, caresser un animal aussi, ça fait du bien. Bien dormir, c'est super important pour avoir un bon niveau de dopamine. OK? Et une douche froide. Il faut savoir qu'une douche froide en dessous de 14 degrés, eh ben, ça va générer automatiquement le niveau de dopamine. On va sécréter 2,5 fois de plus de dopamine. Donc, il y a une technique qui s'appelle Wim Hof, W-I-M-H-O-F, c'est un homme, c'est en 2 mots, qui fait ça. Ça peut être très intéressant aussi d'intégrer certaines pratiques comme ça là dans votre quotidien ou dans votre semaine. Je voudrais vous parler de ça avant qu'on réponde aux questions. C'est vraiment le penseur et l'approbateur. Physiologiquement, notre cerveau et notre corps fonctionnent pour gérer le stress, pour gérer l'environnement. Et il a une construction, la pensée, elle a une construction, vous voyez le titre, c'est les mécanismes de la pensée. Notre fonctionnement physiologique de la pensée, il est construit d'une certaine manière. Et on a un petit système qu'on appelle le système réticulé activateur qui existe à un endroit dans notre cerveau. OK? Mais c'est aussi ce que moi je vais appeler l'approbateur. Et en fait, le penseur pense, d'accord? Et ça, c'est l'esprit conscience. Et le rôle de l'approbateur, le rôle du système réticulé activateur, c'est d'approuver ce que le penseur pense, de prouver que le penseur a raison. Vous venez d'acheter un scooter, vous venez d'acheter une voiture, vos parents viennent d'acheter une nouvelle voiture et d'un seul coup, vous vous rendez compte quand vous circulez, vous voyez que ces voitures-là dans l'environnement. Ça vous est tous arrivé. Vous venez d'acheter un t-shirt ou une robe ou je ne sais quoi et d'un seul coup, vous le repérez autour de vous, partout. Avant que vous l'ayez, vous ne le voyez pas, ça n'existait pas pour vous. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais on se rend compte que l'approbateur, son rôle, ça va être de repérer dans l'environnement ce que le penseur pense. Donc, si vous avez acheté une voiture, vous vous êtes dit, cette voiture, elle est bien. Donc, le penseur, il pense que cette voiture est bien. Donc, le rôle de l'approbateur, c'est de prouver que cette voiture est bien. Et d'un seul coup, l'approbateur va chercher, le système réticulé activateur va chercher dans l'environnement toutes les choses qui sont comme celles que vous venez d'acheter pour prouver que vous aviez raison, que cette chose-là est bien. OK? Donc, quel que soit ce que le penseur pense, l'approbateur doit approuver. Il n'a pas une vie par lui-même, d'accord? Il n'a pas de volonté indépendante. Son rôle est de valider les pensées du penseur, rien d'autre. Donc l'approbateur, lui, tout ce qu'il fait, c'est attendre une pensée du penseur, et quelle que soit cette pensée, son rôle, ça va être de chercher des raisons dans l'environnement pour prouver que le penseur a raison. Donc si vous pensez négatif, si vous pensez que vous n'êtes pas bon, si vous pensez que vous êtes un raté, si vous pensez seulement stress, 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 si vous pensez tout négatif, eh bien l'approbateur, son rôle, c'est de prouver que vous avez raison. Donc au bout d'un moment, vous allez commencer à prouver que les situations ne sont que stressantes, que la vie, c'est l'horreur, que je suis nul, que je suis incapable. Et vous allez chercher dans l'environnement à valider ce que vous croyez de vous-même. Et donc, l'esprit conscient, c'est le penseur, et l'esprit inconscient, enfin l'esprit subconscient, c'est l'approbateur. Donc, c'est vraiment à vous de contrôler vos pensées. Il faut savoir que 99% de nos pensées du jour sont celles de la veille. Ça veut dire que naturellement, vous avez seulement 1% de marge de changement. Donc, si vous ne mettez pas de la conscience sur vos pensées, eh ben, vous allez juste tourner en boucle à répéter pratiquement tout le temps les mêmes schémas. Donc ça, c'est votre rôle à vous de créer un espace de no-stress dans lequel vous pouvez changer vos comportements et donc ensuite manifester d'autres réalités, manifester une autre réalité face à vous. Le conscient fonctionne à 2000 bits par seconde. Si on était un ordinateur, 2000 bits par seconde. L'inconscient, c'est 400 milliards de bits seconde. D'accord? Donc, plus vous êtes dans un état de no-stress, plus vous avez accès à toutes les informations disponibles de l'inconscient. Donc, si vous devez faire face à une nouvelle situation, si vous avez un ordinateur qui traite 400 milliards de bits seconde, vous avez beaucoup plus de capacité à aller trouver des nouvelles solutions
que si vous êtes seulement dans un mode à 2000 bits secondes. Donc, plus vous vous mettez dans un espace de no stress, plus vous ouvrez la porte au possible, plus vous avez une capacité d'adaptation qui s'agrandit, plus vous élargissez votre zone de confort, d'accord? Et plus vous pouvez être en capacité d'exercer de nouvelles fonctions ou d'avoir accès à une adaptabilité adéquate à votre environnement. OK? Donc l'inconscient, lui, il va piocher dans nos croyances et il va le filtrer en fonction du but et de l'objectif du moment. OK? Donc si on croit, on revient sur le penseur et l'approbateur, si on croit, en fait, si on a des croyances qui sont limitantes, on va chercher à prouver ces croyances limitantes. Donc en fait, on passe du paradigme, c'est pas je ne crois que ce que je vois, en fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est je ne vais voir que ce que je crois. Donc, il va falloir prendre conscience de vos croyances, choisir les croyances qui sont positives pour vous, d'accord, de façon à ce que vous puissiez nourrir ce schéma-là en vous. Et pour ça, je vous invite à trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? C'est quoi qui vous fait kiffer dans la vie? D'accord? Autorisez-vous à aller chercher votre pourquoi. Il y a Simon Sinek, qui explique très bien le pourquoi. Vous trouvez des petites vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de choses qui vous permettent de trouver le pourquoi, votre pourquoi en fait. Et une fois que vous avez défini votre pourquoi, il faut que votre activité professionnelle, elle soit au service de ce pourquoi aussi. Ça ne veut pas dire que des fois, notre activité professionnelle, ça va servir ce pourquoi dans nos valeurs, par exemple. Peut-être que dans l'action, ce n'est pas vraiment ce qu'on aime faire, mais les valeurs qu'on véhicule ou la façon dont on est au service des autres, ça vient nourrir notre pourquoi personnel. OK? Et il y a d'autres parties de ce pourquoi personnel qu'on va nourrir par des activités individuelles, des activités hors professionnelles. OK? Mais prenez le temps de trouver qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi mon accomplissement, qu'est-ce que j'aurais, voilà, dans l'idéal, je rêverais faire quoi? Autorisez-vous à rêver grand et allez chercher pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous voulez faire ça, et continuez jusqu'à ce que vous trouviez un pourquoi qui vous correspond. Et ensuite, dans votre activité professionnelle, trouvez qu'est-ce qui vient nourrir ce pourquoi personnel. Et mettez de l'attention sur ça. Ne mettez pas de l'attention seulement sur tout ce qui limite, mais mettez de l'attention sur tout ce qui ouvre. Parce qu'on se rappelle, ce qu'on a écrit avant, c'est « je ne vois que ce que je crois ». Donc si je crois que mon activité professionnelle est totalement contre mon développement personnel, soit j'arrête cette activité, soit je trouve dans cette activité qu'est-ce qui va être au service de moi, au service de mon objectif personnel. Et ma dernière phrase avant de répondre à vos questions et de faire un dernier petit exercice, c'est « au service de plus grand que soi, l'être se réalise ». Quand votre objectif vous dépasse, vous ouvrez des capacités et ça vous permet d'élargir votre zone de confort. Je ne vous demande pas de faire de la sortie de zone de confort, je vous demande d'élargir cette zone. Et plus vous allez trouver les moyens d'être dans une zone de no stress, plus cette zone de capacité, elle va s'élargir. Donc pour moi, c'est ça, c'est au service de plus grand que soi, l'être se réalise. Ok, moi j'ai fini. Je vais juste vous proposer un petit exercice. Merci. Juste un tout petit exercice. Alors attends, est-ce que je retrouve l'écran? Je vais arrêter le partage. Et je vais vous montrer juste un dernier petit exercice. C'est un exercice de brain gym. Ça vous permet de connecter vos deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. C'est super important. On fait main droite, on touche le genou gauche. Main gauche, on touche le genou droit. Et en fait, juste, vous faites ça pendant 3 minutes. Et vous allez recréer de la circulation entre vos deux cerveaux. Il y a plein d'autres exercices de brain gym. Et ça va vraiment vous ouvrir à nouveau de la disponibilité dans le cadre du travail. C'est fini. Merci beaucoup. Et c'est une très belle fin. Justement, les mots sur lesquels vous avez fini, c'est une très belle transition pour justement la table ronde que nous organisons dans 30 minutes, où justement nous allons avoir des jeunes, des francophones qui vont parler de leur pourquoi et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils vont parler de leur parcours. Donc, restez connectés. Dans 30 minutes, nous allons finir ce beau marathon sur les paroles de jeunes, une discussion entre jeunes avec des jeunes qui vont parler de leur parcours, qui vont parler de leur passion, qui vont expliquer leurs échecs, les obstacles qu'ils ont vécus, leurs difficultés.
qui vont vous inspirer, vous motiver et qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc, restez connectés, ne partez pas. Il reste une toute dernière question, si c'est possible d'y répondre en quelques minutes, mais vraiment. Alors, c'est une question de Désiré Touakali. Pouvez-vous nous donner quelques astuces pour une bonne méditation? Pour une bonne méditation, ben, ça va dépendre comment tu es et ta capacité à relâcher au niveau de ton activité mentale. Il y a des méditations guidées qui peuvent être intéressantes au début, tu vois, d'avoir une méditation guidée qui t'amène à, à revenir dans ton corps. Personnellement, je trouve que c'est un très bon outil, c'est la respiration et le corps. Ton corps, c'est ta jauge numéro un. Ok, donc en fait, tu trouves une méditation guidée qui te fait peut-être voyager aussi à l'intérieur du corps ou tu te guides toi-même. C'est-à-dire, bah, tiens, là maintenant je commence, allez, je suis au niveau de ma tête et puis tu essayes de rentrer dans ton cerveau, de rentrer dans tes yeux, de rentrer dans tes cordes vocales. Et en fait, franchement, revenir dans ton corps, ça veut dire revenir dans le présent. Je suis là, ici et maintenant. Et ici et maintenant, en général, il n'y a pas de problème. Si tu es dans le passé ou si tu es dans le futur, là, tu es ou dans des projections ou dans des endroits passés où tu n'as plus aucune influence. La seule influence, elle est ici et maintenant. Donc, utilisez tous les supports que vous pouvez avoir sur YouTube qui peuvent vous aider. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Voilà, Merci beaucoup, Lumina. Merci pour cette belle intervention. avec Et plaisir. merci à ceux qui ont suivi et pour votre interactivité. On voit que cette discussion, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Ils sont tous très contents et ça fait très plaisir. On vous retrouve dans 30 minutes pour la table ronde. Restez actifs, restez connectés et posez vos questions. Ce sera vraiment l'occasion d'échanger avec des pairs et d'échanger avec des personnes qui peuvent vraiment vous inspirer dans vos questionnements professionnels. À tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Merci encore à chacun d'entre vous.